hypersensible, HPE, personne à haute sensibilité, descendez de votre tour d'ivoire. Bonjour à tous, bienvenue sur Clafoutis et compagnie, la chaîne qui invite chacun et chacune à s'interroger sur sa participation au quotidien dans l'œuvre collective, autrement dit, dans le devenir de notre humanité. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, j'ai choisi un titre provocateur qui pourrait laisser penser que je suis en train de m'attaquer à la communauté des hypersensibles. Il n'en est rien, bien au contraire. Je vous invite donc à écouter ce podcast jusqu'au bout pour vous faire votre propre opinion. Prenez ce qui vous parle et si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à me liker ou à me laisser un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Bon, j'ai eu l'idée de ce titre en lisant certains posts humoristiques sur la page, une des pages Facebook dédiées à la communauté hypersensible dont je fais partie. Et dans ces pages-là, dans ces groupes-là, les gens partagent leur vécu et certains le font avec beaucoup d'humour et, et j'aime beaucoup, ça me fait bien rire. Et il y a surtout un thème récurrent, une façon de, un humour récurrent qui consiste à poster une photo, une image avec par exemple une personne complètement apeurée au fond de son lit avec un titre de type moi qui reçois un SMS m'invitant à aller à une soirée. Vous voyez un peu la chose. En fait, il s'agit de montrer une situation en apparence anodine pour la plupart des gens et en face la réaction complètement décalée que pourrait avoir une personne hypersensible. Et bon, ça a le mérite de me faire rire. Et en même temps, dans cette façon de nous présenter, il y a un message en filigrane qui me gêne et qui dit en substance, nous, les hypersensibles, nous sommes des êtres à part. Et il n'y a qu'entre nous que nous nous comprenons. Et quelque part, oui, c'est vrai. euh, et connaissant bien le sujet, il y a des comportements, des réactions, des gestes qui peuvent paraître anodins, mais qui dénotent une attention à l'autre, à son bien-être, mais aussi une hyper-vigilance vis-à-vis de l'environnement, qui sont, qui sont d'autant comme des réponses à un manque de confiance et d'estime de soi. Et toutes ces choses-là, ces facteurs-là, ces éléments-là, sont typiques d'une personne hypersensible, bien sûr, qui, on est tous différents, singuliers dans notre hypersensibilité, mais on a des schémas récurrents qui se donnent à voir. Donc, dans ce discours, qui est fait avec beaucoup d'humour, hein, souvent, ces discours-là, en fait, font de nous les martyrs d'un monde qui ne nous comprend pas. Et je trouve que même avec humour, ce type de message nous dessert. En tout cas, c'est mon point de vue. Et ça nous dessert et je le vois en consultation. Chez l'hypersensible, il y a, il y a ce dilemme permanent entre cette part de lui ou d'elle qui aimerait être comme tout le monde euh, et ne pas faire cas de situations qui, pour la plupart des gens, ne méritent pas qu'on s'y attarde. Mais, mais, mais au final, en fait, ces situations, quoi qu'il arrive, euh, les heurtent au plus profond de leurs valeurs. Et, et en fait, au final, dans ce noyau irréductible, cette personne-là souhaite être reconnue et acceptée au plus fin, au plus délicat, au plus sensible d'elle-même. C'est ça qui parle chez elle, même s'il y a toujours une part d'elle qui aimerait se fondre dans la société comme telle qu'elle est. Et ce dilemme amène de nombreux hypersensibles à ressentir une profonde solitude conjuguée à une blessure d'incompréhension lorsque l'entourage parfois se méprend sur leurs intentions et les signes qui sont envoyés par la personne sensible. Et je pense à une de mes jeunes patientes hypersensible, HP, qui, après avoir appris à, en tout cas, commencer à s'accepter dans le fonctionnement qui lui est propre, me partageait quand même ce sentiment de profonde solitude, alors qu'elle était plutôt bien entourée, hein. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'amis, mais qui se sentait vraiment toujours seule et toujours en décalage.
Et, j'ai d'autres personnes avec le même profil que j'accompagne et qui m'ont exprimé en substance la même chose. Et toutes ces personnes, toutes ces interrogations se terminaient toujours en, de la même manière. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à m'entourer des mêmes personnes que moi? Pourquoi est-ce que je m'entoure pas des mêmes personnes que moi? Et c'est là où j'interviens dans mon rôle de psy, parce que je suis psychopraticienne jungienne, j'ai oublié de le dire, mais bon, bah, je le dis. Et j'accompagne des personnes, tout type de personnes, et ma clientèle, pour l'instant, celle qui vient à moi en tout cas, est la dominante hypersensible. Voilà, je ne le fais pas exprès, mais c'est ainsi. Et c'est très agréable. Donc, dans cette interrogation de pourquoi je m'entoure pas des mêmes personnes que moi j'interviens dans mon rôle de psy. Et je trouve que c'est là où réside le sens du travail sur soi qui nous amène à nous confronter à la différence, au contact, euh, au contact de laquelle cette différence, au contact de laquelle une réponse est à apporter. Si on imagine un monde, par exemple, où les hypersensibles échapperaient à tout ce qu'ils perçoivent comme euh, une rugosité du monde, euh, il n'y aurait pas d'incompréhension. On vivrait les choses sereinement, dans la certitude d'être toujours compris dans ses comportements, dans ses gestes, dans ses intentions, et tout le monde serait gentil, tout le monde serait attentionné, respectueux de la sensibilité de l'autre, et ce serait chouette, vraiment un beau monde de bisounours, mais ce serait chouette. Bref, on serait comme en communion, sauf que en psychothérapie, euh, la communion, c'est ce qu'on pourrait qualifier d'un état de fusion, euh, où, où il n'y a pas d'écart entre soi et l'autre. Et il n'y a plus de frustration. Et donc, mais plus de frustration dit plus de désir, plus de mouvement, donc plus de croissance. Et par conséquent, plus d'expansion psychique. Et voilà pourquoi, à force de nous complaire dans cette étiquette d'hypersensible, et, et c'est vrai que voilà, il faut bien dire les choses, parler avec des mots, mais j'ai pas l'habitude de travailler avec des étiquettes. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, je fais ce podcast, il faut bien que je me fasse comprendre. Donc, je reviens à mes moutons. Pour, à, à force de, de nous complaire dans cette étiquette d'hypersensible, on se coupe de la réalité du monde et de la richesse des enseignements apportés par la rencontre de l'autre, avec l'altérité, aussi rugueuse qu'elle soit, aussi abrupte que soit cette rencontre. Mais je vous assure qu'à mesure que l'on intègre l'autre comme un facteur de croissance et, comme un objet, et pas comme un objet de souffrance, le travail s'adoucit. C'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne en fait. Au début, c'est dur, la rencontre est dure, mais au fil du travail, ça devient plus doux. Voilà. Alors, comment est-ce que ce travail se fait et qu'est-ce qu'il nous apporte? Alors, dans un premier élément, ce serait une connaissance expansée de nous-mêmes. Euh, le monde relationnel dans lequel nous sommes est vaste et riche dans la diversité des interactions qu'il propose. Et le bénéfice de ces interactions, bien entendu, n'émerge pas d'emblée du fait de la rencontre. Il se loge dans la part d'inconnu en l'autre, au contact de soi et de ce contact. Et il peut y avoir des surprises au contact de soi au contact de l'autre, pardon. Il peut y avoir des surprises, des incompréhensions qui suscitent des affects, des émotions plus ou moins intenses, plus ou moins agréables. Mais tout ça, ça fait partie du matériau brut de notre croissance et qui émerge depuis notre inconscient à travers le miroir de l'autre, à travers le miroir de ce qu'est l'autre pour nous et à son insu parfois. À son insu. Je m'explique par un exemple concret. Imaginez que vous venez au bureau avec, disons, des feuilles aromatiques de votre jardin parce que vous savez qu'une de vos collègues s'apprêtait à cuisiner un poulet aux épices pour sa belle famille. Voilà. C'est bien sûr, cette collègue vous a rien demandé, mais attentionnée comme vous êtes,
Vous avez perçu que voilà, ce serait peut-être quelque chose qui lui serait utile et vous avez envie de lui faire plaisir. Donc, la veille, vous avez pris le temps, vous prenez le temps de ratisser votre jardin à 21 heures du soir. Bien sûr, pour que les feuilles aromatiques soient le plus frais, enfin, les plus fraîches possibles. Et dans le but de les lui apporter au petit matin. Le lendemain, vous attendez le moment où elle semble disponible à son bureau et vous vous levez pour les lui donner. Et là, paf, manque de chance. Votre collègue reçoit une notification sur son écran et au même moment, lorsque vous lui posez le paquet d'herbes aromatiques sur son bureau, non seulement elle vous a pas dit merci, mais en plus elle vous a même pas calculé. Alors que elle vous a bien vu elle a bien vu que vous étiez là et que vous étiez resté planté comme un piquet. Donc ça c'est un exemple. Bien sûr, j'ai pas la prétention d'écrire toutes les situations que peut traverser une personne hypersensible et voilà. Mais bon, c'est juste un exemple qui me permet de faire le développement qui va suivre. En tout cas, c'est un exemple de situation que peut vivre une personne hypersensible que pour autant, elle ne ferait jamais vivre à une autre personne. En tout cas, pas consciemment, en tout cas, pas intentionnellement. Et c'est pas parce que et ça, c'est pas parce que les personnes hypersensibles sont meilleures que les autres. C'est pas ce que je dis. C'est parce que dans leur schéma et modalité d'existence, d'être, elles ont intégré certains facteurs qui d'emblée ne les placent pas dans des situations où elles pourraient être amenées à faire vivre cette situation à une autre personne. Alors je m'explique pourquoi. Parce que d'une part, de par leurs blessures d'enfance, elles ont appris à être davantage à l'écoute des autres plutôt qu'elles-mêmes. Parce que c'est comme ça qu'elles pensent pouvoir être aimées. Voilà, en étant attentifs à l'autre. Par conséquent, ça en fait des êtres de façon innée tournés vers l'autre et pas vers elles-mêmes. Donc, dans une certaine échelle de valeur, on pourrait y voir de l'altruisme, mais en réalité, et avant qu'elle travaille sur elle-même, c'est avant tout pour elle une façon d'exister aux yeux de l'autre, d'avoir de l'importance aux yeux de l'autre. Donc, dans notre exemple, apporter des herbes aromatiques, c'est montrer de l'intérêt à l'autre et par conséquent exister et se faire aimer. Voilà, tout ça c'est inconscient, mais c'est plus ou moins le processus qui se déroule en arrière-plan dans ce comportement-là. Ça, c'est la première explication. Il y en a d'autres, hein, mais j'en donne que deux. La deuxième explication, ça pourrait, par exemple, de ce pourquoi elle ne ferait pas vivre, la personne hypersensible ne ferait pas vivre cette situation à une autre personne, c'est parce que en étant sensible et en pâte pour la grande majorité, les personnes hypersensibles ne supportent pas l'idée qu'elles puissent mettre l'autre dans l'inconfort. Ça leur est insoutenable, c'est vraiment très très désagréable. Et bien sûr, c'est plus une croyance et c'est vraiment une perception qui est totalement projetée. On ne sait pas du tout ce que vit l'autre, mais en tout cas, on croit qu'elle pourrait, si jamais elle traversait cette situation, la mettre dans un grand état d'inconfort et ça nous est vraiment, vraiment insoutenable. D'où ça les amène à être dans l'hypervigilance par rapport à leur environnement. Euh, De ce fait, ce sont des personnes qui vont faire le maximum pour éviter de mettre l'autre dans une situation d'inconfort émotionnel, quitte à s'oublier elle-même. Euh, dans notre exemple, si c'était la personne hypersensible qui était à la place de celle à qui étaient destinées les herbes aromatiques, elle aurait été vigilante à dire merci, c'est-à-dire à répondre à tous ces codes qui pourraient sociaux euh, émettre des signes émotionnels ou verbaux qui apporteraient, selon elle, l'apaisement chez autrui. Et ce, quitte à tout lâcher, hein, lâcher tout ce qu'elle était en train de faire, quelle que soit l'importance, pour ce qu'elle croit répondre au besoin de rassurer l'autre sur la valeur du cadeau qu'elle lui apporte. Parce qu'elle fait passer ses besoins avant ses besoins après l'autre et les besoins de l'autre en premier. Parce que au final, ce qui se passe en derrière-plan, c'est qu'elle ne pense pas mériter ce qu'elle reçoit. Voilà.
Donc voilà, dans les grandes lignes, pourquoi je dis qu'une personne hypersensible ne ferait jamais ça. Une fois de plus, elle n'est pas meilleure que les autres, mais elle adopte simplement un comportement qui la mettrait jamais en situation de mettre l'autre mal à l'aise, parce que ça lui est vraiment insupportable. Et avant qu'elle rentre dans un travail qui met de la conscience sur les origines de ce comportement-là, elle peut pas faire autrement. Elle peut vraiment pas faire autrement. C'est sa meilleure réponse à ce qui est en train de se passer. Et tout comme la personne qui est en face d'elle, hein, qui ici joue le rôle de méchant, de bourreau, mais elle aussi, en fait, elle a agi à son insu en miroir de ses propres blessures et qui sont activées, et ce comportement a été activé au travers de l'interaction, en fait. Ces deux personnes perfectibles à un certain niveau de leur parcours qui se rencontrent et qui font parler leurs égos, tout simplement. Donc, à partir de là, vit une chose, quand une personne hypersensible vit ce genre de situation, il y a souvent deux options. Soit elle s'apitoie sur son sort et elle se dit que le monde est dur, les gens ne sont pas gentils, et elle pourrait se dire, ben voilà, une des meilleures façons de me protéger, c'est de m'investir le moins possible avec les gens qui n'ont pas la même sensibilité, ou du moins la même attention à l'autre. Euh, en regrettant d'être incomprise, elle va essayer de recréer son monde à part, hein, son monde à elle, son petit cocon, pour essayer de côtoyer que les personnes qui lui ressemblent. Bref, c'est ce que j'appelle au tout début, c'est ce que je désigne par la tour d'ivoire de l'hypersensible. Voilà. Et voilà, c'est ce petit cocon, c'est sa petite tour d'ivoire. On est tout seul, on est content, on est en sécurité, mais en fait, on voit personne. Et donc, c'est pas terrible. Donc la deuxième option, c'est mieux, je pense, c'est on se pose cette question, on se pose une question, on s'interroge, et qui nous permettrait d'accéder à une meilleure compréhension de nous-mêmes. D'ailleurs, la question principale à se poser, c'est OK, pourquoi ça m'est arrivé et surtout pourquoi ça m'est arrivé à moi? Pourquoi c'est pas arrivé à la voisine? Pourquoi c'est pas arrivé à mon voisin? Mais pourquoi c'est arrivé à moi? Qu'est-ce que je dégage de mon comportement qui m'amène à vivre cette situation, à expérimenter cette situation? Pourquoi ça m'arrive à moi? Voilà. Et c'est là que le travail peut commencer. Euh, c'est comme ça qu'on arrive à se dégager des blessures de l'enfance qui se répètent à notre insu, hein, de façon dans nos comportements, dans nos schémas inconscients. On va adopter un comportement totalement comme un réflexe, qui va amener une certaine réponse plus ou moins qualitative de l'entourage de l'autre personne. Et ces blessures-là, ces traumas, avant qu'elles soient mises en conscience, elles sont logées dans nos comportements inconscients et elles nous agissent. C'est une énergie inconsciente qui nous agit. Et lorsqu'on met de la conscience, cette énergie qui produit à travers nous ces situations souffrantes dans le quotidien, cette énergie, elle cesse d'agir. Et j'ai beau être thérapeute jungienne, moi j'aime bien cette citation de Jacques Lacan, que je trouve super. Le mot tue la chose. C'est très simple, mais ça veut tout dire. Autrement dit, à travers le langage, la compréhension, le symbolique, nous désamorçons l'énergie des schémas répétitifs euh, inconscients à l'œuvre. Voilà. Sans quoi, si on continue à se laisser agir par notre inconscient, euh, nous faisons de l'autre notre bourreau. Voilà, on en veut à l'autre. L'autre est notre bourreau, la source de notre mal-être, et on aurait tendance à nous couper de ceux qui ne nous ressemblent pas. Et ça, c'est dans le pire des cas. Pardon, dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, on va l'accabler de tous nos maux. Et les mots qu'on ne se dit pas à nous-mêmes, mais nos mots, du coup, M-A-U-X, et nous faisons à notre tour
leur bourreau. Nous devenons des bourreaux. C'est comme ça qu'on la victime devient bourreau dans le triangle de Karpman. C'est pourquoi le principe de responsabilité a toujours été au cœur de l'éthique qui soutient ma façon d'accompagner les personnes et que je tente de transmettre en séance et aussi à travers cette chaîne. Voilà. Et pour descendre de sa tour d'ivoire, c'est descendre de sa tour d'ivoire, c'est aller au contact de l'autre, au contact de la différence, de ce qui accroche, de ce qui vexe, de ce qui chagrine, de ce qui cause des blessures d'incompréhension. Et pourtant, c'est ce qui fait partie de l'expérience humaine. C'est le matériau de notre croissance, de l'expansion de notre conscience. De ce qui nous fait mal, nous l'éclairons en remontant aux origines de la blessure initiale. Et de par cette compréhension, on se réactualise, on change notre comportement. Et parce que nous changeons, le système, l'entourage change. Et des situations qu'on vivait et qui étaient souffrantes, elles ne se présentent plus à nous. Parce qu'il n'y a plus lieu. Il y a plus lieu en fait. La vie vient nous présenter que des choses, des situations qui sont d'autant de signaux pour nous montrer un déséquilibre. Et s'il n'y a plus d'équilibre, il n'y a plus de raison que ces situations souffrantes se présentent à nous. Et les choses deviennent beaucoup plus douces au fur et à mesure qu'on travaille sur nous et qu'on se connaît. Et c'est pour ça que les hypersensibles, nous hypersensibles, il faut descendre de notre tour d'ivoire pour apprendre d'autres façons d'être au monde, au contact de d'autres personnes, des gens qu'on dit normaux ou qu'on qualifie entre nous gentiment d'hyposensibles. Et pourtant, c'est vraiment deux mondes qui se valent et qui se complètent. Il n'y a pas lieu d'aller vers une suradaptation souffrante, il y a lieu de comprendre la différence et de l'intégrer comme un nouvel élément de notre manière d'agir. Et en fait, aussi vrai qu'on ne fait pas de nouveau avec les mêmes ingrédients, on ne fait pas de nouveau avec les mêmes ingrédients, bah, il n'y a pas de croissance possible si on reste que dans l'entre-soi. Donc il faut vraiment aller au contact de la différence, même si c'est pas toujours facile, mais il faut descendre de notre tour d'ivoire. L'exemple que j'ai utilisé précédemment, c'est un exemple qui est tiré d'une expérience personnelle. Et je peux vous dire que la personne qui m'a fait travailler, euh, à son insu dans cette situation, n'est ni un bourreau sans cœur, ni une affreuse personne, bien au contraire, c'est une belle personne. Elle est revenue, et, mais elle est revenue à moi, elle est revenue me dire merci. Pas tout de suite, dans les heures qui ont suivi, même dans le jour d'après. Elle est venue me dire merci à sa façon. Et elle l'a fait. Et je me suis dit sur le coup, bah heureusement que j'ai pas ronchonné et que je lui ai laissé le temps et l'espace pour le faire. Et ça lui a permis justement d'agir selon ses modalités à elle et pas selon les miennes, de ce que j'attendrais. La moralité de cette histoire, c'est que lorsqu'on fait un geste, on fait quelque chose avec le cœur, on n'a pas besoin de la reconnaissance de l'autre. Elle viendra tout naturellement, soit par elle, cette personne-là, soit par des voies indirectes, par d'autres, à travers d'autres circonstances de vie. Et si ce n'est pas le cas, là est le signal d'un déséquilibre qui requiert encore une fois votre attention. Et voilà, donc voilà, dans mon exemple, la personne est bien revenue et c'était à la fois agréable et touchant. Et c'était aussi bien comme ça. Dans tous les cas, il faut garder à l'esprit que, comme vous, la personne en face de vous, elle fait toujours de son mieux. Et tout ce il nous est demandé de faire, c'est de continuer à agir au plus près de notre authenticité, indépendamment du regard extérieur. Et je sais qu'en tant qu'hypersensible, nous avons tendance à accorder beaucoup d'importance au regard de l'autre, ce qui nous confronte parfois à l'indifférence, à des situations abruptes, à être mécompris dans nos intentions. Mais dès lors qu'on agit au plus près de notre authenticité, nous ne sommes pas responsables de la façon dont l'interaction résonne chez l'autre.
Par contre, notre responsabilité, c'est de travailler à mettre de la conscience sur ce qui vient nous heurter et arrêter de voir en l'autre le méchant. Voilà. Notre vécu sur Terre nous donne à vivre des moments, des situations souffrantes qui sont le matériau de notre élévation de conscience. Et pour cela, il faut vraiment descendre de notre tour d'ivoire et nous confronter à un monde qui gagne à connaître les hypersensibles et non les obliger à s'adapter, à un quota de sensibilité jugé socialement acceptable. Non, tout comme les personnes hypersensibles, le reste du monde a aussi à gagner, à apprendre de notre forme d'intelligence. Et, et c'est pas forcément en lien avec une sensibilité élevée. Il n'est pas, le fait est, il n'est pas question de se mettre au diapason avec un référentiel de sensibilité aujourd'hui actuel, érigé au rang de norme, dans laquelle la personne hypersensible se sent exclue et se sent de trop ceci ou trop cela. Il est question de vivre et d'agir au plus près de notre authenticité, au plus près des qualités d'altruisme, d'intégrité, d'entièreté, qui sont certes inhérentes au vécu d'enfance, mais, et- mais au même titre que ces qualités constituent l'argile avec lequel nous participons au façonnage du monde et à son devenir. Et le monde qui se donne à voir aujourd'hui est certes affligeant sur beaucoup d'aspects, mais il n'est que la projection à l'échelle macroscopique du conflit interne qui se joue en chacun de nous euh, en ces temps de crise. Et à chaque fois qu'on choisit de mettre de la conscience dans une situation qui nous chagrine ou qui est conflictuelle, au lieu de blâmer l'autre, nous envoyons du positif, notre quanta de lumière, dans ce vaste réseau d'interactions qu'est l'humanité, en tout cas, ou plutôt l'humanité dans un état possible de ce qu'elle pourrait être. Je sais que face à l'actualité qui se donne à voir en ce moment, beaucoup seraient tentés de dire à quoi bon. Euh, et, et ce serait faux. Ce serait vraiment dommage et ce serait faux. C'est aussi faux que de dire que rien ne bouge dans un verre d'eau, alors qu'à l'échelle moléculaire, il y a des milliards de mouvements entre les différents éléments qui composent cette eau. Et ces éléments-là forment à, à tous une configuration particulière, faisant que l'eau est à l'état liquide et non gazeuse, par exemple. Et si elle était à l'état gazeuse, elle serait encore dans une autre configuration particulière, formée par ces milliards de molécules qui la constituent et encore de leur mouvement, voilà, dans une autre configuration. Et bien, il se trouve que nous aussi, nous sommes des milliards. Et ce qui résulte de nous, c'est une configuration particulière de nos états intérieurs. Et les choix que nous faisons dans l'expérimentation de nos vécus donnent au monde son sens involutif ou évolutif. Autrement dit, hypersensible ou pas, il est temps de vous positionner et d'incarner les valeurs que vous souhaitez pour l'avenir. Les valeurs de respect, de bienveillance, de tolérance, d'intégrité, d'authenticité, d'altruisme, de douceur, d'humanité, tout ça, tous ceux auxquels vous croyez. Ne restez pas dans le monde des idées, faites-en quelque chose en la matière. Aidez quelqu'un, souriez à une personne dans le métro, faites quelque chose de simple, de gentil, pour une personne que vous connaissez pas ou pour une personne que vous connaissez, peu importe. Si vous avez coupé les ponts avec une personne, faites la paix avec elle. Si vous avez fait de la peine à quelqu'un, dites-le lui. Ne tournez pas simplement une page sur elle parce que c'est facile et c'est devenu la norme et tout le monde fait ça. Ne répondez pas à la rugosité du monde en étant vous-même rugueux et insensible à votre part de responsabilité. Parce que oui, on a tous notre part de responsabilité dans ce qui arrive dans une relation. C'est toujours une co-construction, une relation. Et je sais que c'est pas toujours simple d'admettre qu'on est en partie responsable de ce qui ne nous plaît pas chez l'autre. Mais quand on commence à le faire,
c'est là où on commence à mettre de la lumière, autrement dit de la conscience dans l'ombre collective. Je suis une grande fan d'Harry Potter. Et dans dans le troisième opus de la saga Les Animaux Fantastiques, qui s'intitule, je crois, Les Secrets de Dumbledore, Dumbledore donne un conseil au ministre de la magie. Il dit ceci: ne faites pas ce qui est simple, faites ce qui est juste. Ne faites pas ce qui est simple, faites ce qui est juste. Donc, pour un film de fiction, je trouve qu'il y a dans cette simple réplique un message d'une grande justesse, plus difficile à dire qu'à incarner, mais franchement, c'est quelque chose qui mérite qu'on essaie d'incarner au quotidien. Malheureusement, dans le film, le ministre de la magie fait fi de cette mise en garde, ce qui permet à Grindelwald d'accéder au pouvoir, et c'est la cata. Désolée pour le spoiler, mais bon, c'est ce qui fait toute la beauté du film, et en tout cas, voilà. En tout cas, je trouve que ça ressemble beaucoup aux choix qui se présentent à nous, à notre époque, dans notre réalité. Mais n'oublions pas que cette réalité est une entité vivante en devenir. Elle est en chacun de nous, et d'une manière ou d'une autre, elle sera, elle est à notre image. Nous vivons des temps dont peu de monde mesure l'urgence, la portée, la gravité. Il se joue là quelque chose de particulier qui fera que le monde sera ou ne sera pas. Nous avons besoin de toutes les personnes de bonne volonté pour incarner des valeurs qui nous élèvent au-dessus de nos différends et nous aident à revenir à ce qui nous réunit depuis l'origine des temps. Ces deux phrases que je viens de lire, en fait, c'est une réponse qui m'a été donnée en avril 2019, donc il y a plus de 4 ans, quand j'ai partagé mon ressenti d'une sensation d'urgence, d'imminence que je n'expliquais pas. Aujourd'hui, pour moi, ce message n'a jamais fait autant sens. Voilà. C'était le message que je souhaitais transmettre ce soir. Je ne suis pas la seule à le faire. D'autres personnes le font, hein, avec des formes différentes, avec des variantes différentes selon les domaines, nos domaines d'exercice et de spécialité. Mais en substance, on dit tous la même chose. Rien n'est joué, tout est à construire, à co-construire. De cette crise, qui est à voir comme la conjonction des opposés, peut advenir la ruine ou un nouveau paradigme fondé sur un nouvel état d'être collectif. Et nous avons vraiment le choix de ce que sera le visage de notre humanité de demain. Elle peut être empreinte de beaucoup de douceur, beaucoup plus de ce qu'elle donne à voir aujourd'hui. Dans un ancien post que j'avais fait en juin 2021, j'avais écrit que j'avais la croyance que l'humanité gagnait à prendre soin de ses êtres les plus sensibles, parce que ces derniers étaient la quote-part d'un monde qu'ils contribuent à rendre plus doux. Exister en tant qu'hypersensible, c'est s'engager dans un monde sans demi-mesure et y laisser une empreinte fidèle à soi-même. Parce qu'un cœur hypersensible ne bat pas plus vite, mais c'est aimer plus fort. Et un monde qui donne la parole aux personnes qui parlent avec le cœur, c'est une humanité qui s'élève à son sens premier. Et c'est le moment de prendre nos responsabilités. Prenez votre place, incarnez le monde dans lequel vous souhaitez vivre. Et ce dernier sera l'image de ce qu'on souhaite pour lui. Si vous ne le faites pas, d'autres le feront à leur manière, comme on peut le voir dans les actualités. Ouvrez votre cœur, inspirez, montrez l'exemple. Soyons nombreux à le faire et on pèsera sur la balance. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Bonsoir.